Bonsoir. Merci, comme on dit, d'être là. C'est rituel, mais c'est sincère. Je vais m'asseoir, moi aussi, comme ça, on sera à égalité. Donc, effectivement, quand vous m'avez proposé de venir, c'était à partir de la thématique égalité formelle, égalité réelle. Et c'est d'autant plus intéressant de l'avoir formulé comme ça qu'au niveau de la recherche actuellement, c'est vraiment une question qui est objet de réflexion. Par exemple, j'ai retrouvé exactement la même formulation dans une journée d'études qui est organisée au mois de mai là, à Toulouse. Donc là, on est vraiment en plein dans le vif du sujet. Alors pourquoi, et ça c'est mon introduction, je vous expliquerai après comment j'ai décidé de fonctionner. Ah oui, que je vous dise quand même une chose auparavant, c'est qu'entre ce que je vais raconter et puis l'ouverture du débat, on fera toutes les deux une petite lecture brève, sans aucun entraînement préalable, un montage d'extraits de ce livre Battement d'ailes dont je vais vous parler. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que j'ai choisi justement de traiter ce thème de l'égalité formelle, de l'égalité réelle, à travers ou via les stéréotypes sexués et en m'appuyant sur ce livre et le travail qu'il y a derrière. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? Bon, d'une part parce que c'est humain, j'avais envie de faire connaître notre travail préalable à ce livre, puisqu'il y a quand même une enquête de 2-3 années derrière, donc on a quand même envie d'en parler. Et j'ai souhaité aussi échapper à un risque qui, lorsqu'on dit égalité formelle, égalité réelle, un risque qui pourrait être d'avoir des comparaisons systématiques. Est-ce qu'il y a le droit d'un côté, il y a la réalité de l'autre? Quelle est la différence entre les deux? Alors c'est bien sûr extrêmement instructif, mais j'avais un petit peu peur d'un aspect catalogue, disons. Et d'autre part, il y a eu, toujours sur cette question des pourquoi accès à partir des stéréotypes, il y a eu en janvier 2014 la publication d'un rapport qui avait demandé par celle qui était alors ministre droits des femmes, comment elle s'appelle, Najat Vallaud-Belkacem. Et pourquoi avait-elle demandé ce rapport? C'était à partir du constat qu'il y a une persistance des inégalités sexuées dans la société, alors même que les parcours scolaires et universitaires des filles, on le sait maintenant, non seulement ont rattrapé ceux des garçons, mais les dépassent. Et la conclusion de ce rapport, c'est que la recherche d'égalité réelle bute sur les attitudes et sur les rôles sociaux, c'est-à-dire sur les habitudes, les clichés, les stéréotypes sexués en ce qui nous concerne. Il y en a d'autres. Et ces stéréotypes influencent ce qu'on appelle les goûts, mais je mets des guillemets, les choix ou les non-choix, à la fois des personnes, mais aussi des structures et des initiatives qu'elles mettent en place. Alors vous me direz, c'est pas un scoop ça, hein, le fait que l'égalité bute là-dessus. Et c'est vrai que c'est déjà en partant de ce constat qu'on avait décidé, Elsa Solal et moi-même, de se lancer dans cette aventure de battement d'ailes. Mais disons qu'en ce qui concerne la conférence de ce soir, c'était pour moi une indication que ça pouvait être légitime d'aller dans ce sens, de passer par la question des stéréotypes sexués. Alors, je vais prendre un certain nombre d'exemples de stéréotypes dans le petit plan que j'ai préparé, un certain nombre d'exemples qui relèvent de ce que nous avons entendu. Je vais vous expliquer un peu en quoi a consisté l'enquête. En tout cas, avant tout, je tiens à vous dire que, évidemment, en 3 bons quarts d'heure, l'exhaustivité est absolument impossible. Donc, j'ai fait des choix dans les stéréotypes, mais disons qu'au moins, j'ai essayé de faire des choix qui montrent à la fois la dimension de domination que comportent ces stéréotypes, de domination sexuée, mais aussi de montrer la force des contraintes sexuées qui s'exercent sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Et que c'est la combinaison des deux qui révèle d'une part et qui construit d'autre part les relations sexuées sociales telles qu'on les connaît, telles qu'on les vit. Alors, battement d'ailes, je vous fais une présentation rapide pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Si vous souhaitez d'autres précisions, vous pourrez bien sûr intervenir dans le débat après. Donc c'est un livre, vous l'avez vu, mais c'est aussi donc une aventure qui est issue d'une démarche originale à plusieurs titres.
Un premier titre, c'est que au départ, il y a eu un duo absolument improbable entre Elsa Solal, qui est une auteure de théâtre, et moi qui suis plutôt donc historienne, sociologue, donc on n'est pas du tout sur les mêmes terrains. Mais on pourra discuter de comment ce duo s'est mis en place. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, ça a élargi absolument nos horizons, ça nous a permis de dépasser les limites de nos disciplines, disons, respectives, et ça a donné naissance également à une écriture à deux voix. Une écriture à deux voix, c'est-à-dire que sur le terrain, pendant 2 ans, on a recueilli plein de paroles. Bon. Ces paroles, d'où venaient-elles ? Eh bien, elles viennent de 160 personnes, hommes et femmes, qu'on a rencontrés sur Nantes, sur la thématique des stéréotypes sexués, qu'on a rencontrés par le biais d'entretiens, d'ateliers d'écriture, d'ateliers théâtre. Et les stéréotypes sexués, on voulait vraiment qu'ils soient abordés lors de ces rencontres sur le plan du vécu. On ne voulait surtout pas de discours sur les stéréotypes. On voulait vraiment du vécu. Enfin, le vécu, voilà, tel que le vécu au quotidien ou au passé, mais le vécu personnel. Alors, toutes ces paroles, donc, ont été recueillies, mais ensuite, elles ne sont pas livrées telles quelles, ce n'est pas des brèves de comptoir, si on peut dire. Elles ont été recomposées, elles ont été retravaillées par Elsa Solal et par moi, et chacune avec notre forme d'écriture. Donc, pour Elsa, ça a donné une pièce de théâtre, mais à une écriture très contemporaine, et pour moi, des textes plus sociologiques ou socio-historiques. Et pour quand même dire comment ça a été rendu possible, sans m'étendre trop longtemps, cette enquête s'est insérée dans le dispositif de la ville de Nantes, dispositif de proximité culturelle qui s'appelle l'art en partage ou création partagée, c'est-à-dire une création artistique à partir des rencontres avec les personnes. Et ensuite, il y a eu des aides autres, la DRAC, la Fondation SNCF, etc. Et l'implication sur le terrain de nombreuses structures ou des associations qui sont devenues des partenaires au fil du temps. Donc, je vais m'appuyer sur des extraits de ces paroles, des extraits des entretiens ou des ateliers d'écriture, et aussi sur des extraits des textes que j'ai écrits à ce sujet-là, parce que c'est un peu plus difficile de parler de citer des extraits du texte théâtral qui est plus dans une continuité. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on puisse en lire un passage à la fin. Alors, une fois ceci rapidement présenté, que je vous dise qu'évidemment, dans cette intervention, je n'ai pas de recette miracle sur comment, en sortant d'ici, on va être tous égaux et égales. Mon objectif, là, c'est plutôt d'aider à regarder les stéréotypes sexués, regarder pour mieux les voir, pour mieux donc les repérer, les ayant repérés, les ayant vus pour y réfléchir, y ayant réfléchi, essayer d'agir pour lutter contre eux, ou tout au moins les modifier. Alors, de façon extrêmement classique, c'est une intervention en 3 temps. Une première partie, un stéréotype sexué implique-t-il l'inégalité ? Une deuxième partie, les normes sexuées du comportement. Une dernière partie, les noyaux durs de la résistance à l'égalité. La première partie étant, il me semble, plus longue que les 2 autres. Donc, la première partie, si je le pose là, il n'y a pas de problème, ça passe bien, d'accord, ça sera moins fatigant. Une première partie, donc, avec la question, un stéréotype sexué implique-t-il l'inégalité ? Et j'aimerais bien, pour recadrer un petit peu ça, vous faire part d'un compte-rendu de livre que j'ai lu du philosophe Patrick Savidan, qui est paru en 2015 et qui s'appelle le livre « Voulons-nous vraiment l'égalité ?», où il réfléchit sur cet écart entre nos aspirations à davantage de justice et nos choix, ou nos non-choix d'ailleurs, qui chaque jour creusent l'inégalité. Et il cite lui-même le sociologue François Dubay, un sociologue de l'éducation, qui donnait déjà l'année précédente, dans un de ses ouvrages, qui donnait l'exemple de la façon dont on contourne assez facilement la carte scolaire, chacun ayant des bonnes raisons pour le faire, mais creusant de ce fait, ou contribuant à maintenir en tout cas, les inégalités sociales. Ça, c'est dans un livre qui s'appelle « La préférence pour l'inégalité ». Et Patrick Savidan, le philosophe, donc, demande « Mais pourquoi nommons-nous certaines situations comme différentes, et donc on les tolère, sans en percevoir, ou du moins sans en interroger la dimension inégalitaire ?»
Et il relie ce comportement, qu'on partage tous, plus ou moins, à la perte de croyance et d'espoir en un changement collectif, perte qui entraîne, ma foi, un effacement de l'avenir. Il appelle ça très joliment la crise du temps, TEMPS, et en disant, ben voilà, ça nous précipite dans la spirale inégalitaire, parce que quand tout vacille autour de nous, eh bien, ma foi, mieux vaut faire subir que subir, dominer qu'être dominé. Alors bien sûr, cette réflexion dépasse de loin, ça englobe beaucoup d'autres terrains que mon terrain d'aujourd'hui, mais j'avais un peu envie de le replacer dans ce contexte de la réflexion. Alors on va aller voir donc ce qu'il en est du côté des pratiques sexuées en partant des paroles recueillies. Et j'ai choisi un axe banal, l'inégal partage du travail, de l'ensemble du travail, c'est-à-dire pas seulement les tâches domestiques, l'inégal partage du travail. Oui, alors là, je vais être embêtée parce que j'ai besoin d'ouvrir les livres. Et ce qui m'a fait me poser cette question dans un premier temps, c'est des réflexions récurrentes, des récits de couples qui décidaient de construire leur maison. Et voilà en gros comment ça se passait. Donc, situation plusieurs fois évoquée. Dans cette construction de maison, la répartition du travail s'effectue selon les normes habituelles. L'homme construit, la femme intervient ponctuellement et surtout gère le quotidien. S'occuper des enfants, nettoyer, préparer des repas reconstituants pour le compagnon et souvent pour ceux venus l'aider. L'une de ces femmes, lorsque le mari et son frère l'appellent pour une aide momentanée et s'irritent de ne pas la voir accourir immédiatement, proteste, ouvrez les guillemets, « Mais qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas dans un hamac, je m'occupe des gosses. » Cette répartition pourrait être considérée comme relativement équitable, mais en écarter la dimension symbolique est impossible, puisque pour les autres, et sans doute pour lui, et peut-être même pour elle, c'est le travail masculin, le seul visible, qui sera valorisé. C'est bien lui qui aura construit tout seul, si on peut dire. Et à partir de cet exemple qu'on m'a cité plusieurs fois, ça m'a entraîné à aller sur plusieurs points. Un premier que peut-être Marie-Françoise Gonin a évoqué quand elle est venue, la valeur différentielle des tâches attribuées à chaque sexe, et de là la valeur différentielle des sexes qui a été développée par l'anthropologue Françoise Héritier, je crois que tu l'avais mis dans ta bibliographie. Et Françoise Héritier, à qui l'on doit donc cette expression, elle montre bien comment l'inégalité est une des composantes fortes de la complémentarité. Dans l'exemple, c'est tout à fait net. Et pour en revenir à mon exemple, c'est-à-dire le travail masculin rendu possible par une exemption des tâches subalternes, domestiques et éducatives, eh bien, je rappelle en tant qu'historienne cette fois que celles qu'on appelait au XIXe siècle les ménagères, c'est-à-dire qui travaillaient non pas à l'extérieur mais chez elles, eh bien, elles ont joué ce rôle tout au long du processus de l'industrialisation. C'est-à-dire que sans leur activité absolument multiforme, les soins aux enfants, au ménage, la confection de vêtements, des petits boulots à gauche, à droite, eh bien, l'ouvrier masculin n'aurait absolument pas pu faire face, tout au moins pas de la même façon, à la fois à la longueur et à la pénibilité de son travail salarié. Et l'exemple le plus évident auquel vous pensez peut-être, c'est celui des mineurs. Là, on a tous des exemples en tête. Donc, mon histoire de construction de maison m'a fait penser à ça. M'a fait penser également à la fameuse invisibilité donc du travail domestique et éducatif. C'est le fameux « mais je ne suis pas dans un hamac, je m'occupe des gosses ». Et cette invisibilité, et donc cette non-reconnaissance, s'est étendue parfois dans les exemples qu'on m'a donnés au congé maternité. Par exemple, l'une me dit « on est à la maison, il, le compagnon, pense qu'on a le temps, qu'on ne fait rien ». Et une autre, une ATSEM qui a arrêté de travailler à l'extérieur à son 4e enfant, dit qu'elle entend souvent le soir « mais tu fais rien de la journée, pourquoi tu es fatiguée ?» Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que même s'il ne faut évidemment pas généraliser, il me semble que ces deux extraits montrent bien le lien entre invisibilité et non-reconnaissance du travail domestique et éducatif d'une part, et la valeur différentielle qui est évoquée précédemment. Et que tout ça, c'est évidemment à mettre en lien avec le stéréotype qu'un certain nombre de tâches effectuées par les femmes sont des tâches innées,
elles sont nées sachant, sans aucun problème, faire toutes ces tâches ménagères et éducatives. Ce n'est en rien, enfin ce n'est pas là non plus une nouveauté pour vous sans doute, mais c'est très important de le rappeler, ce n'est en rien une compétence, c'est une qualité, ce n'est pas une compétence et encore bien moins une qualification. Ça ne rentre pas dans les grilles de salaire, dans les grilles de qualification. Et donc, des valorisations sur cette base, y compris des métiers qui dérivent de tous ces soins, de tous les métiers qu'on appelle maintenant liés au care. Et non seulement, bien sûr, là, on le pense tout de suite que ça s'étend à ce type de métier, mais cette non-reconnaissance, parfois, s'étend aux métiers type employé de bureau, occupés majoritairement par des femmes. Et je citerai une femme de 42 ans qui dit « Mon mari a un travail physique, il est fatigué le soir, mais moi aussi. Au début, il avait un peu de mal à comprendre. Bah, t'es dans un bureau. Il a encore un peu de mal à comprendre. Alors des fois, je dis « Ben alors, je ne fais pas à manger. » Et là, il comprend. Mais ça, c'est intéressant parce que elle-même, tout en détruisant le stéréotype de la fatigue illégitime, elle entérine de façon implicite la double journée. C'est évident que c'est elle qui fait à manger. C'est seulement en punition, si on peut dire, de la non-reconnaissance par le compagnon qu'elle dit « Bon, alors, je ne fais pas à manger. » Et par ailleurs, cette même femme a parfaitement intégré qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes, puisque, enfin avec des guillemets tout ça, elle dit par exemple, il est menuisier mon mari. Si je devais dire il est secrétaire de direction, ça me ferait drôle quand même. Donc, ce problème de l'invisibilité, de la non-reconnaissance, du travail domestique éducatif, et il y a le persistant, donc, partage inégal de l'ensemble du travail. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est vraiment l'ensemble du travail qui est mal partagé et qui est considéré de façon différente. Bon, je ne vais pas vous faire un long développement sur le travail salarié qui est rémunéré de façon inégale. Je pense que là aussi, ça a été abordé. Et puis, ça donne lieu à tellement de rapports, de lois, etc., qui n'ont qu'une efficacité relative, que c'est parfaitement connu. Mais enfin, il faut quand même repréciser que dans cette inégalité des salaires, qui en est la face la plus visible, une fois qu'on a enlevé tout ce qui peut la justifier, les postes différents, l'écart qui croît avec l'âge, il reste toujours 13 à 15% d'inexpliqués, sauf par une discrimination visant les femmes, discrimination liée à une façon différente de concevoir le rapport des hommes au travail et le rapport des femmes au travail. Avec cette idée que, j'y reviendrai tout à l'heure, pour les hommes, généralisation là aussi, vous m'excuserez, une évidence du travail, pour les femmes, pendant longtemps, un choix. Et même si maintenant, cette histoire de choix est un peu obsolète, puisqu'il y a plus de 80% de femmes sont actives entre 25 et 50 ans, eh bien malgré tout, cette idéologie du choix, moi je l'ai appelée comme ça, perdure et bien implantée dans l'imaginaire collectif et dans l'imaginaire individuel. Et fait qu'on ne considère pas donc le travail des femmes, le travail des hommes de la même façon, et surtout, leur rapport au travail n'est pas considéré de la même manière. Et je voudrais citer là aussi celle qui a été l'auteur du rapport en 2010, un rapport qui préparait la négociation entre partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle. C'est Brigitte Grésy, G-R-E-S-Y. Et elle reprenait la phrase de Françoise Héritier en la déformant légèrement et en disant « Une femme vaut moins qu'un homme sur le marché du travail ». On le sait, mais c'est intéressant d'avoir des formules comme celle-là qui synthétisent. Et elle précisait que la question, Brigitte Grésy, que la question de la maternité est la pierre angulaire de ces discriminations faites aux femmes au travail, avec des réflexions qu'elle avait notées du style « Tu es enceinte, mais je croyais que tu aimais ton travail ». Et cette statistique qui fait que 40% des femmes vivent un changement dans leur carrière professionnelle à la naissance d'un enfant. Changement qui peut être simplement l'agencement des horaires, mais qui peut être lourd de conséquences. Et surtout, changement qui n'est le fait que pour 6% des hommes. Donc,
l'arrivée des enfants, de toute façon, modifie la carrière des hommes et la carrière des femmes. Donc là, on est encore bien face aux stéréotypes, femmes, enfants étroitement liés, et un stéréotype sexué, bien sûr, qui construit l'inégalité et qui donc connaît une belle vie, hein, parce que c'est vrai que dans les rencontres qu'on a faites, la discrimination au travail, pourquoi je n'en sais rien, a été relativement peu abordée. Mais par contre, ont abondé les témoignages sur l'inégal partage du travail domestique et éducatif. Peut-être était-ce plus facile, je ne sais pas. Et de façon assez claire, je crois, une femme de 55 ans qui se rappelle que quand on a déménagé loin du travail, lui, pas un problème. J'étais là, elle était en congé à ce moment-là, je m'occupais des filles. Quand j'ai repris, il a fallu que je réfléchisse à comment m'organiser. Mais lui, il n'a rien changé à ses horaires, ça ne lui venait même pas à l'idée. Il ne pouvait pas. Et je n'ai pas eu la présence d'esprit de demander, ça veut dire quoi, il ne pouvait pas? Parce que ça peut être, il s'imaginait que ça ne serait pas possible matériellement dans son entreprise, mais ça peut être aussi, il ne pouvait même pas l'imaginer, il ne pouvait même pas y songer avec l'intégration de cette répartition des rôles. Hein. Puisque je rappelle que selon une étude de 2015 de l'INSEE, les femmes continuent quand même à assumer les 2/3 du travail domestique et que l'écart ne se réduit plus, qu'il s'est réduit depuis à peu près 25 ans et qu'il s'est réduit dans les deux sens. C'est assez intéressant à regarder parce que les hommes, dans leur globalité, parce qu'il y a de grandes inégalités après d'individu à individu, de milieu social à milieu social, les hommes dans leur globalité en font plus, 17 minutes à peu près de plus par jour, mais surtout les femmes en font moins. Et elles en font moins, notamment par le recours aux plats préparés, aux surgelés, et lorsque les moyens le permettent, par le recours à un tiers, enfin en général une tiers d'ailleurs, salarié pour les soins, comme on dit, du ménage. Et sur ce sujet, une plus jeune, une femme de 38 ans, dit « Parfois, c'est mon mari qui ne vit pas bien de ne pas avoir assez de temps pour les enfants. Et il a l'impression que c'est moi qui gère, qui décide, que les enfants vont vers moi. Il ne trouve pas tout à fait sa place. Il aime son métier, il est plus carriériste que moi. Je lui dis, peut-être à toi d'accepter que j'ai un peu plus d'emprise à la maison. » Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses de dites dans cet extrait d'entretien. Il y a les choix, conscients ou implicites, en fonction des normes sexuées, le choix de la carrière, du rapport au travail, et les conséquences, y compris dans la vie personnelle et dans la relation à la vie familiale, avec cette relative nouveauté à l'échelle historique, que parfois, comme dans le cas de ce couple, ça pèse, ça gêne l'élément masculin du couple. Je ne sais pas trop à quelle heure, je n'ai pas regardé à quelle heure on a démarré. 9h, enfin non, 9h moins 10 par là? À peu près. Voilà. Donc je peux vous donner, peut-être, je ne savais pas si je l'aborderais, quelques petits éléments, toujours dans ce stéréotype sexué, implique-t-il l'inégalité sur le plan des métiers d'hommes, métiers de femmes. Parce que là aussi, c'est intéressant de voir les stéréotypes qui sont à l'œuvre. Ainsi, une femme qui travaille dans une mairie d'une 60aine d'années, elle dit « Les hommes au poste d'accueil pensent que ce n'est pas leur rôle. Je leur ai demandé s'ils pensent que c'est pour les femmes. Je crois que l'écoute des gens, ça les emmerde. Un mal-être, ils ne se sentaient pas bien. C'est trop répétitif pour des hommes. On a l'impression que pour eux, il faut toujours que ça avance. Et dans le métier d'accueil, c'est difficile. Et j'y reviendrai dans les normes sexuées du comportement, parce que là, on est sur les classiques de l'écoute, de l'attention aux autres. Et vous vous souvenez, je pense, de cette femme-là qui se plaignait de la non-reconnaissance par son mari, de la fatigue lors de son travail de bureau, et qui disait que ça lui ferait drôle d'avoir à dire que son mari était secrétaire de direction. Or, à l'inverse, un homme de 39 ans qui est secrétaire, lui, justement. Et il dit, quand il y a eu recrutement pour un poste de secrétaire, il était déjà dans le service. Mes collègues ont dit au chef, « Ah, tu nous ramènes une belle blonde avec une grosse poitrine. » Et il dit, les blagues habituelles. Pour eux, secrétaire, c'est une femme. Et on pourrait nous ajouter, et pour eux, une femme, c'est une blonde avec une grosse poitrine. Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai rencontré une jeune élagueuse de 23 ans qui travaille dans un
service espace vert, et qui, c'est pas toujours simple dans son service, n'est-ce pas, une jeune femme, je vais dire jolie, parce que ça compte. Eh bien, elle s'éteint les cheveux blonds en châtain, et elle a une poitrine assez conséquente, elle met des vêtements très amples, en disant, voilà, en disant, j'essaye d'éviter qu'ils pensent que je suis une femme, et que de ce fait, ma présence les provoque. Et oui. Donc, nous en étions au recrutement au poste de secrétaire. Et cet homme, il aime le rock metal. Hein. Et quand il va à des concerts, il dit parfois, on me demande, tu fais quoi? Secrétaire. Ah, ça s'arrête là en général. Donc, le stéréotype, là aussi, fonctionne bien. Il n'y a pas, en plus vous verriez comment il est, le crâne rasé, une crête et des dreadlocks. Voilà, donc ça ne colle pas du tout. Notre imaginaire ne colle pas du tout à la réalité, ni de ses propos, ni de sa situation professionnelle. Donc on sait que les femmes ont du mal, souvent, à se faire une place dans les métiers très masculinisés et que les fameuses qualités qui leur sont attribuées en tant que femmes, les fameuses qualités différentes des qualifications, qu'elles ressurgissent très facilement. Hein, puisque par exemple dans les métiers du bâtiment, s'il y a un métier, je pense, où les femmes ont pénétré relativement facilement, c'est la peinture. Parce qu'il y a la notion de décoration, la notion de goût pour les couleurs, pour l'agencement, etc. Mais on peut aussi rencontrer des stéréotypes liés... Je vais mettre le micro là. Des stéréotypes qui ressurgissent. Par exemple, alors... Ces stéréotypes sont mobilisés, ressurgissent quand la mixité bouleverse le fonctionnement d'une profession comme celle des sapeurs-pompiers. En principe, les femmes doivent y assurer les mêmes tâches que les hommes, mais en réalité, elles tentent à occuper des postes différents, à effectuer des tâches différentes. Et pour le justifier, on se réfère au savoir et savoir-faire acquis lors de la socialisation. De ce fait, elles sont souvent affectées au secours aux victimes, au nom d'une douceur, d'une patience, d'une écoute, évoquées tant par les hommes que par les femmes, comme si, contrairement aux hommes, elles n'élaboraient pas leurs compétences, mais en disposaient dès la naissance. On retombe sur ces histoires de nature. Et à l'inverse, bien sûr, les hommes qui se risquent dans des métiers de femmes, ou tout au moins des métiers qui sont très féminisés, qui sont marqués là aussi par des qualités attribuées aux femmes, eh bien, ils ont à la fois du mal à être compris, voire à être recrutés. Et lorsque cela arrive, là, je pense à un homme qui est assistant maternel, profession féminisée à peu près à 99%. Hein. Les rares hommes à l'exercer sont trop minoritaires pour modifier la représentation du métier, comme le note l'un d'eux. Comme toutes les assistantes maternelles, j'ai droit à des remarques du type « c'est pas vraiment un métier, tu es chez toi, c'est tranquille ». Et remarques qui font écho à ce que disaient les différents compagnons aux femmes qui étaient en congé maternité ou qui étaient chez elles pour s'occuper des enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment important à relever parce que ça veut dire qu'à la limite, comme le dit ma collègue Annie Dussuet, qui est une sociologue du travail, ce n'est pas tant le métier dit d'homme ou de femme que métier exercé. Enfin, non, c'est le contraire. Ce n'est pas tant un métier exercé par un homme ou un métier exercé par une femme que des métiers tenus. Enfin, je sens que je ne vais pas y arriver. Je vais laisser tomber ma démonstration parce que je suis mal partie. Ça reviendra dans le débat, excusez-moi. Donc, mon deuxième point, les normes sexuées du comportement. Je vais en reprendre là aussi quelques exemples assez intéressants. Ensuite, voir la transmission de ces normes et la possibilité ou pas de s'en affranchir. Alors, les normes, bien sûr, tout se recoupe. Hein. J'essaie de faire un partage en plan, mais ce n'est pas toujours simple d'éviter de se répéter. Donc, les normes sexuées du comportement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que ça implique au quotidien. Ça veut dire comment ces normes, ces stéréotypes modèle le quotidien et en retour, parce que c'est un processus assez pervers d'interaction, comment ce quotidien, à son tour, renforce les clichés, les stéréotypes, les normes, les légitime en quelque sorte, en les ancrant dans les pratiques et dans ce fameux imaginaire.
Alors donc quelques exemples, mais vous en avez déjà eu tout à l'heure, mais un que j'aime bien autour de la sensibilité. Lors d'une rencontre avec un groupe de gens qui travaillaient dans le même lieu, un homme d'une quarantaine d'années qui donnait plein d'exemples dans sa vie d'égalité homme-femme dans son couple, et qui dit « Oh, moi je me sens proche des femmes. D'ailleurs, on me dit souvent que j'ai leur sensibilité. » Et une jeune femme de 30 ans dans le même groupe qui lui dit « Ah, parce que être sensible, c'est féminin. » Le pauvre homme, complètement déstabilisé et désarçonné, « Ah bon, ça ne l'est pas ?» Bon, après, il y a eu discussion effectivement sur cette attribution de certaines qualités comme la sensibilité ou l'écoute aux femmes, mais c'était très touchant parce qu'il était vraiment déstabilisé là-dessus. Et dans ce même groupe, en sens inverse, au sujet des contraintes sexuelles pesant sur les hommes, une femme, elle a été loin d'être la seule à le dire, qui dit « J'aimerais pas être un homme, avoir l'image qu'on en renvoie, fort, viril, etc. Je trouve ça terrible ce qui pèse comme image sur les hommes. » Et là, ça sera peut-être aux éléments masculins d'intervenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il me semble que si évidemment l'attente sociale envers les hommes a évolué en se décalant plus ou moins du modèle traditionnel, elle imprègne encore nos mentalités. Et je l'ai constaté lorsque dans un groupe où il n'y avait que des femmes d'ailleurs, j'ai demandé c'est quoi l'homme idéal pour vous ? Et elles étaient toutes d'accord pour dire que, entre autres, l'homme idéal devait être gentil mais pas trop, car il faut du caractère quand même. Et donc, on trouve en atténué cette contrainte sexuelle qui pèse sur les hommes, celle de la force et de la virilité, de l'invincibilité et bien sûr de la difficulté à laisser s'exprimer sa sensibilité et ses émotions. Et donc, c'est important de voir que cette attente sociale sexuelle, elle inclut celle des femmes, c'est-à-dire que les femmes véhiculent aussi, bien sûr, ces normes sur les hommes. Et un autre homme, sur ces normes pesant sur les hommes, un homme de 54 ans qui dit « Quand j'étais maître nageur, on me disait « Oh, toi, les gonzesses, ça doit tomber. » Et il dit « Mais je ne supportais pas ça. » Il répondait « Mais je ne suis pas un gigolo, je me sentais objet sexuel. » Et ça, ce témoignage m'intéressait beaucoup puisqu'il exprime à la fois une certaine norme et déjà mon point suivant, le décalage par rapport à la norme, vouloir l'avoir repéré et s'en affranchir. Et on retrouve bien sûr un tas d'exemples, vous en avez sûrement beaucoup à donner, qui recoupent le rapport au travail, le travail salarié, le travail privé, etc. Mais j'aimerais bien citer 2 exemples dans le milieu scolaire, puisque nous sommes dans ce cadre. L'un qui ne vient pas des entretiens, mais qui vient d'un article publié dans Le Monde au moment des ABCD pour l'égalité, qui ont suscité tellement de réactions en 2014. Et un petit garçon dans une classe de CP, une activité acro-gym, c'est-à-dire acrosport, c'est de la gym acrobatique, a été proposée. Il s'en est réjoui, puis a lancé avec toute la spontanéité de ses 7 ans. Elles feront quoi les filles pendant ce temps-là ? Et bien évidemment, il y a aussi c'est pas cette page-là, vous direz merci à la maman, a donc dit l'institutrice de maternelle au père apportant le gâteau et l'ayant préparé. De quoi décourager les hommes convaincus de l'importance du partage des tâches domestiques, tout comme parfois le regard et les remarques critiques de leurs compagnes sur le ménage qu'ils viennent d'effectuer. Ah, on réfléchit. Que des femmes disent « ma vaisselle, mon linge » participent du même processus d'appropriation excluant le conjoint de cette activité. Certes, ce processus est ancré dans les pratiques majoritaires, mais il alimente les attributions sexuées. Cuisine, sensibilité, écoute, etc., etc. Et on repense à celle qui parlait des hommes au poste d'accueil que je vous citais tout à l'heure.
Et ce cliché très, très répandu, là donc, ce stéréotype en fait des femmes sensibles à l'écoute, etc., est parfois utilisé avec les meilleures intentions. Et je me souviens, peut-être vous aussi, autour des années 2000, des discussions autour de la parité en politique et des arguments qui ont été utilisés. Et certains, donc, argumentant en faveur de la parité, de la présence davantage de femmes en politique, en disant que parce qu'elles sont femmes, elles y apporteraient de l'écoute, de l'humanité, un éloignement des rapports de pouvoir, une proximité avec les gens, un désir de régler leurs problèmes. Or ça, c'est quand même extrêmement risqué, parce que c'est accréditer à nouveau cette idée reçue de comportements liés au sexe biologique, au sexe de naissance. Alors que je ne vous dis pas que dans la situation actuelle, elle n'apporterait pas certaines différences par rapport à des comportements masculins, mais de mon point de vue, non pas parce qu'elles sont nées femmes, mais parce qu'elles sont construites comme ça, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et évidemment, ces histoires de nature, de culture, de rapport aux autres, etc., les hommes en subissent aussi les désagréments. Par exemple, sur la question du rapport aux enfants. Et je pense à cette grande inquiétude qui se développe sur la pédophilie, etc. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le livre de Pierrette Fleutiot, qui est une romancière, et qui a écrit Loli, c'est le nom de sa petite fille, Loli, le temps venu. Voilà. Je vous le conseille au cas où. Et donc, elle compte les joies d'être grand-mère, mais elle note, très justement, que s'il semble normal qu'une femme se penche vers l'enfant d'une autre dans le bus ou dans une file d'attente, cela n'est pas vrai pour un homme. Qu'il manifeste son intérêt pour un enfant dans ce même bus ou cette même file d'attente étonnera, voire inquiétera la mère, oscillant entre soupçons de pédophilie et de dragage par le biais de l'enfant. Donc là, il n'y a pas égalité non plus à cause du stéréotype, mais à la défaveur, me semble-t-il, masculine, les hommes étant ainsi privés d'un certain nombre de relations avec les enfants enrichissantes quand même. Alors, comment se transmettent ces normes sexuées du comportement ? L'institutrice de maternelle, évidemment, en était un exemple déjà cité. Et c'était une femme, d'ailleurs. Et j'ai un autre exemple concernant des femmes, parce que j'ai l'air de vouloir enfoncer le sexe biologique et social auquel j'appartiens, mais il ne faut pas oublier la responsabilité que nous, je dis volontairement nous, que nous avons. Ainsi, une femme de 63 ans qui me dit « Moi, j'ai élevé mon fils en homme. Et quand il a eu un enfant, il ne le gardait pas, même si sa femme était absente. Je lui ai demandé « Pourquoi tu l'as donné à garder, tu ne le gardes pas ?» Il a répondu « Non, pourquoi ?» Elle avait tout à fait conscience, mais des années après, que c'est sa propre intervention qui avait construit son attitude à lui. Et un homme jeune, 38 ans, qui me raconte qu'il vit en couple, il a un enfant, que sa belle-sœur téléphone après une histoire de prêt de biberon. Elle téléphonait pour un renseignement technique, est-ce qu'il faut faire bouillir, je ne sais pas quoi. Et elle laisse un message sur le répondeur avec cette question, et en disant « c'est plutôt pour Cécile », le nom de la compagne de cet homme. Et alors il était énervé de ça, parce que lui, dit-il, il dit « mais j'ai préparé et donné le biberon autant que Cécile, alors pourquoi on me renvoie cette image que je ne saurais pas comment fonctionne un chauffe-biberon et comment faire chauffer le biberon, etc. » Et il précise d'ailleurs « J'aurais pas aimé que Cécile allaite, je l'aurais vécu comme une exclusion. » Alors là, après, on en pense ce qu'on veut sur le bénéfice médical de l'allaitement ou pas, mais ça me semble intéressant, ce rapport à l'enfant par le biais de la nourriture de l'enfant. Alors, peut-on, ces normes transmises tellement facilement, si l'on peut dire... Ah oui, je ne vais pas résister au plaisir quand même de vous citer ça, parce que je m'étais dit, je ne vais pas repartir des publicités et tout, parce que c'est tellement rebattu, mais quand même, celle-là, elle était trop belle. Je ne vais pas réussir à la dater, hélas, je ne l'ai pas notée. Une page de la Société Générale, avec photo,
et l'entête, rien n'est plus beau que l'esprit d'équipe. C'est vrai. Avec, d'un côté, la photo d'une femme, vous la connaissez, de l'autre côté, la photo d'un homme. Photo d'une femme, Laura a trouvé le poste de ses rêves. Photo de l'homme, Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Alors, ce qui est bien avec des exemples comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de les décoder. Mais elle est tout à fait récente, hein, donc c'est assez... Enfin, récente, c'est pas d'hier, mais je veux dire, c'est assez horrible quand même de se dire que ça ne leur vient pas à l'idée, ou que si ça leur vient à l'idée, ça ne leur pose pas de problème. Les deux étant, à mon avis, également graves. Alors, s'affranchir de ces normes avec un point d'interrogation, il me semble qu'il y a des choses quand même intéressantes, parce que l'éventail des possibles, quand même, s'est ouvert. Et parfois, ces poncifs sexués là, que l'on aborde par le biais des stéréotypes, ils semblent parfois se brouiller et s'inverser quand la conjointe exerce un métier mieux rémunéré, plus qualifié, plus intéressant, avec souvent des horaires plus amples, si bien que c'est l'homme qui prend son mercredi pour les enfants et qui assume majoritairement les tâches domestiques. Et, ce qui m'intéressait, cette situation inversée entraîne des réactions également inversées. Elle, se surprenant à dire en rentrant tard « Ah bon, la table n'est pas mise ?» Et lui, demandant « Mais consacre-moi davantage de temps, n'oublie pas notre couple. » Et ça, c'est quelque chose qui me semble d'autant mieux que je vais vous donner la formule exacte. Il lui a dit « Je te soutiens », parce qu'elle est très très impliquée dans son syndicat, donc elle passe beaucoup de temps là-bas. « Soutiens-moi aussi, occupe-toi de ton homme. » Et dit-il, j'ai employé volontairement cette expression pour bien lui faire comprendre qu'il ne renâclait pas à faire davantage les soins domestiques et éducatifs, mais que, voilà, il voulait être davantage l'objet d'attention, il voulait exister, que le couple existe face à l'exaltation de la vie syndicale. Et c'est vraiment passionnant, parce qu'en général, c'est tout à fait en sens inverse que les frustrations sont vécues et que les demandes sont formulées. Et donc ça, c'était au niveau du constat. Et donc cette inversion des pratiques et des ressentis met en évidence, encore une fois, que l'élément déterminant est la situation et non une supposée nature. Voilà. Et d'ailleurs, oui, je vais donner l'exemple. Il y en a certains et certaines qui jouent, ou bien qui jouent des stéréotypes, ou qui jouent avec pour mieux les annihiler, ou tout au moins réduire leur influence. Par exemple, l'un parle à ses collègues du repassage qu'il effectue, ajoutant que mes enfants n'auront jamais vu leur mère repasser. Et là, du coup, c'est intéressant, parce qu'on a un modèle différent qui se met en place. L'une a décidé de serrer la main des femmes au lieu de l'habituelle bise. Une autre choisit le vin et règle l'addition au restaurant, en accord avec son compagnon. Alors, ces initiatives, certes bien minces, témoignent néanmoins d'une lecture des comportements en termes de genre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans mon objectif, et d'une volonté de se distancier des modèles, ce qui ne signifie pas en être complètement protégé, les mêmes femmes regrettant parfois, tout en maintenant un regard ironique sur elles-mêmes, regrettant parfois que leur compagnon ne soit pas plus compétent sur le plan bricolage ou ne soit pas davantage moteur au sein du couple. Parce que ces fameuses attentes sociales vis-à-vis de l'autre sexe, on a été élevé ainsi, il n'y a pas d'histoire des deux côtés. Alors je peux citer d'ailleurs parce que c'est quand même intéressant de voir toutes les initiatives, enfin pas toutes, mais un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Un autre exemple d'inversion qui vient d'une femme de 54 ans, cadre très 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 sup, et de son mari tout aussi sup, mais féministes tous les deux. Et elle dit « Il est plus courageux et plus volontaire que moi pour refuser des opportunités. Quand son entreprise a changé de région, il a dit à son directeur qu'il ne viendrait que quand sa femme aurait trouvé un travail dans cette région. » Et, dit-elle, évidemment, directeur complètement sidéré. Et ça, c'est un petit peu encourageant, mais elle évoque aussi des réactions sexuées différentes chez les étudiants et les étudiantes des grandes écoles où elle est parfois amenée à aller faire des interventions. Parce qu'elle constate que les étudiants pensent que leur future femme va cesser de des grandes écoles,
que leur future femme va cesser de travailler ou va prendre un travail ad hoc qui va faciliter le sien, tandis que les femmes disent ben non, nous, évidemment, on va continuer, on ne changera rien une fois mariés ou une fois en couple. Donc de futurs non-dits intéressants. Et elle parle également d'une conférence où sur le plateau, il y avait des femmes comme elle, de son association. C'est d'ailleurs, elle a une association nantaise dont j'ai oublié le nom, mais pour aider l'insertion des femmes dans les postes de cadre. Donc, où les femmes sur le plateau disaient « Eh bien, on a réussi parce que nos maris nous ont soutenus, parce qu'ils ont partagé par rapport aux enfants, et on a décidé ensemble de nos carrières et d'un équilibre des postes. » Alors que dans la salle, il y avait énormément de femmes qui sont intervenues pour dire que leurs compagnons ne supportaient pas qu'elles aient un meilleur poste et que du coup, elles se freinaient. Et y compris l'une d'elles disant « Ah mais moi, je gagne plus que mon mari, je n'ose pas lui dire. » Et là, évidemment, puisqu'il faut bien toujours renommer le stéréotype, ce stéréotype particulièrement efficace de la femme plus faible, plus dépendante, et de ce vieux thème de l'homme pourvoyeur qui assure la vie du ménage, etc. Ah, vous voulez que je vous en cite un autre? Parce qu'il est joli celui-là. Il ne vient pas du tout de mes entretiens. C'est un article dans Le Monde de 2013. Et ça s'appelle « À Aubervilliers, toutes au bistrot ». Alors, je vous en lis des extraits. Elles sont assises au fond du café, une grande tablée, un paquet de biscuits apéritifs et quelques verres. Au comptoir, 3 hommes regardent curieux. C'est au pile ou face, dans ce bar d'Aubervilliers, que le collectif Place aux femmes a jeté son dévolu. Comme toutes les quinzaines, elles veulent occuper l'espace. Elles portent un foulard à pois comme signe de reconnaissance. Et c'est dans ces rues de banlieue une surprise de voir autant de femmes dans un café. Ici, comme dans de nombreuses communes de tradition ouvrière et émigrée, les bistrots sont le domaine des hommes. Or, ces femmes habitent toutes Aubervilliers et actives dans la vie associative, elles avaient quand même envie de pouvoir aller au café. Elles ont décidé d'en tester un premier. On est arrivé 2 par 2, grignotant la terrasse, chaise après chaise, jusqu'à former un groupe occupant une bonne moitié de l'espace. On était regardés de travers par les jeunes. Des voitures se sont garées même juste devant la radio à fond. Même la police est passée 2 fois. Mais on n'avait pas peur et on est devenu l'élément du quartier. Oh, excusez-moi. On est devenu l'événement du quartier. Elles sont revenues durant plusieurs semaines, jusqu'à ce que leur présence semble évidente. Et elles sont alors passées à un autre café. Et 18 mois plus tard, elles en ont visité une 30aine. Et elles ont même créé un label. Ici, les femmes se sentent chez elles aussi, un autocollant apposé sur la vitrine du café qui, en effet, a été visité par elles, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, justement, ben voilà, c'est la 3e étape, regarder pour repérer, repérer pour réfléchir, réfléchir pour agir. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes un peu notre responsabilité dans les choses peuvent-elles changer ou pas. 3e et dernière partie, 3e et dernier point, les noyaux durs de la résistance à l'égalité. Ça n'en manque pas, hein, c'est certain, ne serait-ce que cette fameuse idéologie du choix que j'ai développée tout à l'heure et sur laquelle je ne reviens pas. Mais j'ai choisi de parler du linge et des vêtements, d'une part, et d'autre part, de la féminisation des noms de métiers. Cette histoire de l'entretien ou de l'achat du linge et des vêtements m'a été plusieurs fois citée sous la formule. Alors, c'était jamais quelqu'un qui la prenait à son compte, mais qui disait « Oh, mais j'entends dire, t'as vu comment il est habillé? Sa femme le laisse sortir comme ça ?» Et je me suis dit qu'il y avait quand même une piste à creuser là, en constatant qu'en effet, les femmes sont nombreuses à acheter régulièrement les tenues de leurs compagnons, en arguant de son désintérêt, de son manque de goût. Et donc, ma fille, la première. Et donc, en transformant, ou voire en créant complètement, une garde-robe masculine qu'elle juge, elle, convenable. Car, disent-elles, sinon, comme il s'en moque, il mettrait n'importe quoi. Alors, pourquoi ça pose problème? C'est parce que ça suppose quand même que l'apparence des hommes orienterait le jugement porté sur les femmes avec qui ils vivent. Et c'est ce que sous-tend cette réflexion. Sa femme le laisse sortir comme ça.
gardienne de l'apparence, hein, et gardienne évidemment de ce qu'il faut faire. Et l'achat des vêtements des enfants, il me semble, est aussi souvent un domaine que les femmes se réservent, là aussi au nom d'une compétence qui leur serait innée et que les hommes contestent assez rarement, les uns et les unes, perpétuant ainsi le stéréotype. Alors le choix de ces vêtements s'accompagne aussi de leur entretien, qui était dans le temps une étape beaucoup plus lourde que maintenant. Et la dernière phase de cet entretien, c'est celle du repassage. Du repassage dont certaines femmes, un nombre conséquent peut-être, de femmes s'affranchissent par diverses méthodes, y compris en achetant des tissus infroissables. Mais la règle sociale parfois se manifeste, éveillant ou réveillant une culpabilité latente. Ainsi dit l'une, excusez-moi, je crois que je vais boire. Et ça sera à la vitrine. Ainsi dit l'une, j'ai cessé de repasser les chemises de mon mari. Il le fait, mais seulement les manches. Et un jour, ça s'est vu dans un magasin quand il a essayé un vêtement. Il y a eu un regard horrifié du vendeur vers moi. Comme si j'étais responsable. Et je me suis sentie honteuse, alors que j'aurais pas dû l'être. Et bien sûr, le blâme peut, là c'est assez amusant, mais le blâme peut éventuellement émaner des femmes elles-mêmes, hein, transformées en gardiennes absolument impitoyables des us et coutumes. Cet achat, cet entretien du linge appartiennent vraiment, de mon point de vue, au noyau dur du non-partage, et peut-être plus encore, je ne sais pas, que le repassage. On peut se demander si le lavage n'est pas encore une poche de résistance plus grande, un lavage qui, malgré la machine à laver, pèse sur les femmes, mais dont elles hésitent parfois à se débarrasser, en revendiquant un savoir-faire, incontesté là aussi par la plupart des hommes, un savoir-faire qui les valorise, mais tout en les opprimant, évidemment. Et pourtant, je vous assure que l'expression « apprendre aux hommes à gérer le lavage du linge » a été dans les entretiens une préoccupation, enfin une expression récurrente. Mais voilà, il n'empêche, ça interviendra probablement dans le débat. Et j'ai repensé qu'une sociologue, Sylvette de Neffle, avait travaillé là-dessus. Et elle disait, voilà, que donc le lavage du linge, l'entretien du linge résiste au partage du travail domestique, car, ouvrez les guillemets, c'est elle que je cite, il s'est révélé comme le nettoyage des marques de l'intimité du corps. Or, ce monde de l'intime, de l'alcôve, du secret, c'est celui des femmes. Plus que les travailleuses du propre, les femmes qui lavent le linge sont les gardiennes des limites de la vie privée. Elles ont la charge, le contrôle de l'apparence. Cette apparence, cette norme de l'apparence qui pèse particulièrement sur les femmes, plus encore, je pense, que sur les hommes. Et on peut y lire aussi, évidemment, une infantilisation des hommes. Dans le « t'as vu comment il est habillé, sa femme le laisse sortir comme ça ». Une infantilisation d'hommes qui abdiquent sur ces questions, qui abdiquent leur autonomie, en fait, hein, au profit, avec beaucoup de guillemets, des mères ou des épouses, mais qui, elles, le paient par un surcroît de travail. Donc là, il y a un bel enchaînement des stéréotypes et de ce en quoi les stéréotypes entraînent des normes sexuées qui, à leur tour, s'appuient sur eux. Enfin bon, c'est à peu près inextricable. Et en quoi, en effet, ça pèse sur tout le monde, ça. Alors, mon dernier point, donc, dans les noyaux durs de la résistance à l'égalité, j'ai appelé ça « nommer, c'est faire exister ». Et donc, c'est mon autre noyau dur, la réticence à la féminisation des noms de métiers, qui empêche, parce que, de mon point de vue, hein, résister à la féminisation des noms de métiers, ça veut dire qu'on empêche de voir les femmes qui exercent dans des secteurs ou des postes masculins. Et en même temps, on refuse d'admettre l'ouverture qui serait représentée par le fait de les faire voir. On refuse de les voir et on refuse de penser combien ça peut être important de les faire voir pour faire bouger les lignes de partage.
il me semble vraiment que ne pas faire ça, c'est négliger la portée symbolique de la nomination. Alors évidemment, je vous donne des exemples, mais je suis sûre que tous et toutes, vous le savez, vous y pensez, qu'une femme occupant un poste de direction, si c'est un poste de direction d'école maternelle, c'est le bon sens et la grammaire immédiatement qui s'applique, c'est une directrice d'école maternelle, que si c'est la direction des services financiers, par exemple, ou comme je l'ai entendu il y a quelques jours, un poste de conservateur de musée, eh bien ça peut encore coincer. On préférera Madame X, directeur des services financiers, ou donc, comme je l'ai entendu à la radio ces jours-ci, Madame X, conservateur de musée. Et en général, après, on vous dit elle. Alors là, moi, je suis perdue. Donc ces images sexuées des métiers donc, sont vraiment le fruit des stéréotypes. Et les réactions à la féminisation des noms de métiers en sont un exemple réel, mais donc à forte valeur symbolique. Et pourtant, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, qui sont toutes venues de façon volontaire, donc étaient toutes sensibles à cette interrogation, à cette problématique des stéréotypes, elles sont loin d'y être toutes sensibles à la féminisation des noms de métiers, voire opposées. Car, dit l'une, ça fait perdre de la valeur. C'est un sous quelque chose, c'est pas ça l'important, c'est ce qu'il y a derrière. Alors oui, bien sûr, derrière, qu'est-ce qu'il y a? L'inégalité salariale, l'inégal accès aux responsabilités, le temps partiel, etc., toutes composantes de l'inégalité sexuée au travail. Mais refuser de féminiser les appellations, c'est refuser d'ancrer le changement dans le langage, c'est figer les situations en profession masculine, en profession féminine, ou occupées par des hommes ou occupées par des femmes. Et alors on peut se demander quand même ce que révèlent ces crispations du côté des hommes et du côté des femmes. En étant peut-être un peu schématique, on peut se dire que peut-être c'est la peur des hommes devant l'arrivée des femmes, entraînant la perte du monopole de la profession ou du poste, la crainte d'une dévalorisation, avec le fait qu'on voit que les femmes sont nombreuses dans cette profession jadis très masculinisée. Et du côté des femmes, où ça me laisse un peu plus perplexe, il me semble que vouloir préserver cette appellation au masculin, qui pourrait aurait une sorte de valeur universelle, c'est la fonction qu'on appellerait comme ça. Il me semble que c'est vraiment une intériorisation là, de la domination masculine, et pour moi, je le compare avec l'histoire du fameux suffrage universel de 1848, qu'on a tous et toutes appris à l'école, avant de se rendre compte que c'était quand même un suffrage universel masculin. Donc il n'avait rien d'universel. Et pour moi, c'est quelque part du même ordre, même si je n'arriverai certainement pas à dérouler très exactement la comparaison. Alors certains et certaines, d'ailleurs, soulignent, à juste titre, que le problème aussi se pose pour des hommes qui exercent un métier très féminisé ou dont la féminisation est inscrite dans l'appellation. Femme de ménage. Sage-femme. Femme de ménage, comment la difficulté a-t-elle été tournée? Comment on les appelle maintenant? Technicien, en général d'ailleurs, de surface. Technicien ou technicienne, mais du coup, elles deviennent presque invisibles, alors qu'elles y sont quand même très majoritaires, parce que c'est souvent technicien et sage-femme. Alors ça, c'est l'exemple imparable. Alors il faut resituer dans l'histoire, c'est lié à l'interdiction, jadis, interdiction historique aux hommes de procéder à des accouchements, parce que, ouvrez les guillemets, les accouchés risquaient d'y perdre la pudeur, la vertu, la pureté et la fidélité au mariage en se montrant dans ces postures déshonnêtes. Déshonnêtes, oui, parce que je cite un texte d'époque. Et devant ce problème indéniable d'un homme exerçant la fonction de sage-femme, comment cette difficulté a été évoquée? Est-ce que vous savez ce qui a été trouvé? Car une dénomination a été trouvée. Maïeuticien. Absolument, maïeuticien. Et vous savez en référence à quoi? La maïeutique de Socrate, favoriser l'accouchement des idées. Voilà. Alors, inutile de vous dire, parce que vous avez été peu à réagir, que ce terme de maïeuticien est très peu usité. Mais en tout cas, il témoigne de la préoccupation de faire apparaître les hommes dans ce métier, et c'est bien, c'est normal. C'est un objectif tout à fait louable. Et ce que je pose comme question, c'est alors pourquoi les réticences dans l'autre sens, à la féminisation, Surtout que souvent c'est simple, c'est directeur, directrice, etc. C'est même pas créer un nouveau terme, parce que là, à la limite, sage-femme, il faudrait enlever ce mot-là et en créer un autre qui laisserait place aux hommes et aux femmes. Donc on a là, me semble-t-il, à la fois des incohérences, des confusions linguistiques et idéologiques qui s'entremêlent complètement.
et qui sont importantes parce que les pratiques verbales sont ancrées dans les habitudes. Et par exemple, c'est ainsi qu'on trouvera peu flatteuse la sonorité écrivaine, à cause de veine, alors qu'elle est quand même déjà là dans écrivain. Et ces questions, pour moi, sont vraiment des marqueurs des inégalités sexuées. Et je reprendrai la phrase d'un historien, la Christian Delporte, qui lui-même citait Freud, en disant « Si l'on cède sur les mots, on finit par céder sur les choses, car la frontière entre les mots et les choses est très poreuse. » Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette petite partie, je ne sais plus comment, d'ailleurs, « Nommer, c'est faire exister » et « être nommé, c'est exister ». Et c'est là-dessus que je conclurai, avec juste avant notre lecture en duo, en disant que l'exercice auquel on s'est livré, Elsa Solal et moi, c'est-à-dire de débusquer les stéréotypes sexués, ce n'était pas du tout un exercice de style, une sorte de plaisir facile de constituer des florilèges, voire de chercher des arguments pour condamner le comportement de l'autre sexe. Non, c'était vraiment tenter de comprendre, de contribuer à comprendre pourquoi et comment fonctionnent les diverses sociétés, pourquoi et comment nous agissons et nous réagissons, hommes et femmes, de telle ou telle manière au quotidien. Sans, comme je vous le disais au début, sans solution miraculeuse, mais en constituant ainsi un support de la réflexion et du changement pour mieux lire la société, mais mieux nous lire nous-mêmes aussi. Et, si possible, contribuer à déplacer et transformer les rapports sociaux de sexe, à condition, nous semble-t-il, de ne pas raisonner de façon figée, de ne pas penser uniquement, ce que pas dire balayer ça, mais de ne pas penser uniquement en termes de dominants et de victimes, puisque j'espère avoir essayé de faire saisir que, bien sûr, la notion de domination des hommes sur les femmes est toujours existante, toujours importante, mais que c'est plus complexe que cela, et notamment sur cette histoire des contraintes sexuées, des stéréotypes qu'ils s'exercent sur les hommes et les femmes aussi dans une interaction redoutable par son efficacité. Alors, on va procéder à un exercice inédit, parce qu'on a un seul texte pour deux, et on n'a pas répété. Parce que donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus difficile de citer des extraits du texte théâtral, parce que quelques phrases, c'est pas facile parfois de les extraire. Donc, ce que je proposais, c'est on va lire le prologue, et ensuite un petit dialogue, et ensuite un petit monologue. Yes. Serais-je aimée sans être assignée à devenir celle que tu veux ? Comment défaire ces liens qui m'entravent ? C'est quoi être normal ? Combien faut-il gagner par mois ? Qui donne la mesure ? Et à qui appartient un corps ? Faut-il vraiment choisir entre bourreau et victime ? Au début, il s'agissait d'un rendez-vous, le lundi, pour femmes isolées. Il était souvent question de violence, de crise, de précarité, d'exil. C'était comme un refuge pour les âmes blessées, les corps mutilés, les rescapés d'une autre guerre. Puis des hommes sont venus aussi raconter leur histoire, des éclopés de la virilité, des estropiés de l'amour, des accidentés du monde à grande vitesse, simplement là pour confier, sans autre but que de partager leur désenchantement, ou peut-être avec l'espoir d'échapper à leur destin, d'éviter à d'autres leur chagrin, ou bien simplement pour dire. Et donc là, le dialogue va porter sur un de ces rendez-vous, un lundi. Donc il y a un homme, Brad, une femme, Antoinette. Et Elsa Solal, elle a choisi, pour mieux mettre en valeur les stéréotypes sexués, de mettre en scène des personnages, enfin, entre autres, des personnages qui désirent expérimenter le sexe social de l'autre. Donc Brad. J'ai décidé d'être une femme. Dorénavant, vous m'appellerez Branda. Antoinette. Ok Branda, on commence tout de suite. Tu veux bien nous faire un café ? C'est pour rire. M'en fous, je veux être une femme. Je me sens femme depuis toujours, même si j'ai fait l'armée en garçon. Tu étais officier, tu vas devenir violable, tu sais ça ? Tu as pensé aux agressions, sans parler du chômage ou emploi à temps partiel subi, salaire 27% de moins qu'un homme à poste équivalent. J'espère que tu ne voulais pas faire une carrière politique, au moins. Brad, es-tu sûr de vouloir passer du côté des invisibles ? Tu as pensé à la retraite de ta Branda ?
Il y a longtemps que j'ai pris cette décision. Tu ne t'es jamais demandé ce que serait ta vie si tu étais né garçon ? J'avoue que non. C'est facile d'écorcher vif un garçon. Tu peux le blesser très fort, très vite dans sa virilité. D'où vient cette idée qu'un homme doit protéger les femmes ? Une autre vie ? Si j'avais le choix, je parlerais, je poserais plein de questions bizarres à 2h du matin quand tu tombes de sommeil. Pourquoi tu m'aimes ? Si je meurs demain, tu serais très triste ? Et si on allait voir le lever du soleil là, tout de suite ? Non, pas maintenant. Tu trouves que je suis grosse ? Et si on faisait un enfant pour Noël ? J'aimerais séduire comme les femmes. Elles sont plus débrouillardes. Tu ne t'es jamais demandé ce que serait ta vie si tu étais né garçon ? Je veux être cette femme qui crie en moi depuis si longtemps. Je veux changer le monde. C'est le monde qui te changera, Brad. Mais Antoinette y réfléchit quand même à cette question de Brad. Que serait ma vie si j'étais né garçon ? Je ferais pipi debout, je pisserais. Les hommes pissent, les femmes font pipi. C'est quand je veux, où je veux. Parler mal, jurer, fucking ci, fucking ça, mater les nanas, les découper en petits morceaux, fesses, seins, cuisses, mains, yeux, coucher, baiser. J'aurais un beau palmarès, pas une mauvaise réputation. J'aurais des poils, de la barbe que je gratterais négligemment dans les discussions, ça impressionne. Et une pomme d'Adam qui bougerait quand je déglutis. Et des des couilles. Au début, il faudrait s'habituer, les caler dans le caleçon et marcher avec ça. Mais ça éviterait l'embarras de la poitrine et une flopée de complexes. J'économiserais des fortunes en maquillage. Puis ça donne une assise. S'asseoir dans le métro ou le bus, les jambes écartées, prendre toute la place, l'espace est à moi. J'aurais ce regard périphérique de prédateur. Tout est à moi. La pensée, l'art, le savoir, le politique. J'aurais mes colères, la testostérone, c'est chimique, c'est normal. En colère quand je veux, où je veux. Mon agressivité est à fleur de peau. Je fais de la politique, je parle de tout, j'ai un avis sur tout, je sais. Je produis du discours, mes mots galopent, pur sang que je chevauche, je les tiens bien en rêne, je décortique le monde, je classe, chiffre. Rien au monde n'est plus intéressant que ce que mes mots disent, ils ne connaissent pas le doute. Mais surtout, je peux marcher seule la nuit, me poser où je veux, quand je veux, à Montmartre, Rome, Jérusalem, Berlin. Je ne renonce plus à rien parce que je suis une fille. C'est un risque, circuler librement, c'est dangereux, la nuit surtout. Le danger, c'est moi désormais. Je serais viril si j'étais né garçon et généreux. Bien sûr, il y aura la première fois. Mal à l'aise, car il faut assurer. Je dois savoir m'y prendre. Une pression d'enfer. Merci. Et vous savez, juste sur ces histoires de, s'asseoir dans le bus ou le métro, les jambes écartées, depuis j'ai regardé, et effectivement c'est vrai. Et l'autre jour, l'une de mes petites filles qui a 10 ans me dit: ah, mais l'autre jour, dans le bus, là, quand même, il y avait pas possible, c'était pas possible de s'asseoir. Il y avait les gars, là, ils étaient là, comme ça. Je dis, bon, d'accord, on peut le laisser dans le texte.